Les pensées sont le langage du cerveau. Les sentiments sont le langage du corps. Et comment vous pensez, ainsi que comment vous vous sentez, crée votre état d'être. Personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie. Dès que vous commencez à vous sentir complet et reconnaissant, la guérison commence. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant, vous générez de la richesse. Quand vous serez amoureux de vous et de la vie, vous attirerez votre succès. Je pense que pour se réveiller, certains d'entre nous ont besoin d'un choc. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie et j'étais sur une portion de la course à vélo. Une voiture m'a catapulté hors de mon vélo et cela me brisa 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Je fis un marché avec moi-même, que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Nous parlons de votre système nerveux pouvant devenir le meilleur pharmacien du monde. Une fois que les gens commencent à y parvenir et qu'ils réfléchissent à cela, la santé et le bien-être peuvent être aussi infectieux que la maladie. J'aimerais donc voir le monde plus aimant, plus pacifique, plus sain, car quand vous croyez en vous, vous croyez en une possibilité. Et lorsque vous cessez de croire en la possibilité, vous cessez de croire en vous-même. Bonjour, je suis Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est le Dr Joe Dispenza, meilleur auteur du New York Times, conférencier, chercheur et enseignant international. Vos travaux sont à l'intersection de l'épigénétique, des neurosciences et de la physique quantique, motivés par la conviction que chacun de nous a le potentiel de la grandeur. Vous apprenez aux gens à réorganiser leur cerveau et à reconditionner leur corps pour apporter des changements durables. Votre dernier livre, Devenir super conscient, explique comment des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Dr Joe, bienvenue. Merci de m'accueillir, Brian. C'est bon de vous avoir ici. Je suis curieux de savoir, quand vous prenez cet avion et que vous atterrissez à Londres, quel est le genre d'ambiance ou de sensation que vous obtenez de cette ville? Les gens d'ici, l'énergie, que ressentez-vous? Eh bien, il y a 2 villes, je voyage partout dans le monde et il y a 2 villes pour moi, qui ont la qualité unique que lorsque vous atterrissez, vous sentez que vous faites partie de la ville. Ce sont New York et Londres car tant de gens viennent d'ailleurs que de Londres ou même du Royaume-Uni, et ils sont immédiatement accueillis et inclus parmi la culture. Donc c'est un super endroit. Il y a une bonne énergie ici. Nous avons fait plusieurs événements à Londres et nous avons reçu des gens de 50 cultures différentes lors de nos événements. Donc beaucoup de diversité et je pense que les gens ont vraiment envie de l'essayer et de l'appliquer. Est-ce que cet endroit a changé au fil du temps? Oui, pour moi. Je venais ici, il y a un peu plus de 25 ans, et la cuisine est incroyable. Vous pouvez trouver de l'excellente nourriture ici. Mais je pense que ça se passe dans le monde entier. Je pense que les gens se réveillent grâce à l'information et je pense qu'à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Et tant de gens en recueillant des informations ont plus de pouvoir et font de meilleurs choix pour eux-mêmes. Et non seulement cela se produit au Royaume-Uni, mais aussi partout dans le monde. Avez-vous l'impression que vous avez différents types de questions ou attitudes au Royaume-Uni et en Europe par rapport aux USA ou à l'Asie? Il y avait une distinction plus forte il y a 15 à 20 ans quand vous alliez dans différents pays ou différentes cultures car chaque culture avait son impression environnementale unique. Par exemple, les Allemands lors de nos conférences en Allemagne il y a 25 ans voulaient connaître les 7 fonctions de l'hippocampe du plus important au moins important. Ils étaient très intéressés par la connaissance, la philosophie et l'information. Prenons une culture comme celle des Italiens. Ils se moquent de la connaissance, ils voulaient juste de l'expérience. Et à cause de la mondialisation, parce que l'information relie tant de gens, vous voyez une sorte de diffusion de cette singularité et plus de gens sont plus connectés. Donc, vous voyez les Italiens qui étudient le savoir, vous voyez les Allemands qui veulent l'expérience, et vous voyez les cultures commencer à fusionner. Alors je pense qu'il y a un bon changement qui se produit, grâce à l'information. J'aimerais parler de votre travail au cours des 20 dernières années, je vais parler du livre, mais d'abord j'aimerais vous demander quelque chose à propos d'un événement qui est arrivé en 1986. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est parce que le 20 mai, j'ai fait ma première course Ironman.
Un véritable challenge. Je me suis entraîné dur. Mais je n'ai jamais eu cette expérience de courir dans l'eau avec 3000 personnes en vélo, puis de courir. À ce moment-là, je suis excité mais je ne suis pas sûr non plus de ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que vous seriez assis ici dans cette chaise aujourd'hui sans être allé pour un triathlon similaire en 1986. Et c'est une partie importante de votre vie. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur le sujet. Je pense que pour se réveiller, certains d'entre nous ont besoin d'un choc. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie et j'étais sur une portion de la course à vélo. J'étais en train de tourner et il y avait un agent de police sur le côté. Il me faisait signe de la main pour que je prenne le virage et il y avait 2 autres cyclistes et je me suis penché près des cyclistes pour les dépasser. Le problème était que le policier tournait le dos à la circulation. Alors quand j'ai dépassé les cyclistes et que j'ai fait le tour, un 4x4 qui roulait à près de 90 km/h m'a catapulté hors de mon vélo et cela me brisa 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Et la compression de la force qui me fit frapper le sol compressa les vertèbres. On appelle ça des fractures de compression. Et quand vous compressez la colonne comme cela, ça doit aller quelque part. Donc, c'est retourné sur ma moelle épinière, et à cause de la façon dont j'ai atterri, et j'ai fléchi très fort en avant, la vertèbre supérieure T8, la thoracique numéro 8, se comprima à plus de 60% et l'arc que la moelle épinière traverse s'est brisé comme un bretzel. J'ai donc eu plusieurs fractures de compression. J'ai eu des fragments d'os sur la moelle épinière et j'avais l'arc neural de la vertèbre T8 brisé. Le protocole typique pour cela est ce qu'on appelle la chirurgie de Harrington, où ils font une laminectomie complète. Ils coupent toutes les parties arrière de vos vertèbres. Dans mon cas, du bas de mon cou jusqu'en bas de ma colonne vertébrale, puis vissent les tiges d'acier inoxydable. L'action de visser les tiges dans les vertèbres pourrait espacer la colonne vertébrale de la moelle et donc faire de la place. Mais si cela ne fonctionne pas, vous êtes toujours dans le même état. Ils m'ont dit que si je ne me faisais pas opérer, je ne marcherais probablement plus jamais. J'ai eu 4 opinions de 4 des principaux chirurgiens du sud de la Californie. 2 étaient de Scripps et 2 de JFK à Palm Springs. C'est ma ville natale. Alors j'ai décidé de ne pas me faire opérer et je me suis dit que je ne ferais rien. Et il y a une intelligence qui vit en chacun de nous qui nous donne la vie. Cette intelligence est conscience et être conscient, c'est prêter attention. Donc, il y avait peut-être une raison qu'elle fasse attention à moi. Alors j'ai pensé que je ferais mieux de commencer à prêter attention à elle. Je me suis dit, voyons voir si je peux me connecter à cette intelligence, si je peux m'y connecter et lui donner un modèle, un plan. Et quand j'étais content de ce plan et que j'étais complètement présent, j'abandonnerais ma création à cet esprit plus grand. Car je ne pouvais pas faire la guérison, mais l'intelligence savait comment le faire. Quoi qu'il en soit, ce fut 6 semaines et demie d'enfer absolu. Je n'arrivais pas à ordonner à mon esprit de faire ce que je voulais faire. Je commençais à reconstruire mes vertèbres dans mon esprit. Puis la prochaine chose à laquelle je commencerais à penser serait comment je devrais vivre dans un fauteuil roulant. Devrais-je vendre ma maison? Devrais-je vendre mon cabinet? Et je devins conscient que je me concentrais sur ce que je ne voulais pas qu'il arrive au lieu de ce que je voulais qu'il arrive. Alors je me suis rendu compte que lorsque vous êtes stressé ou avez subi un traumatisme, que les hormones du stress nous poussent à nous concentrer sur le pire des scénarios, c'est la base de la survie. Donc, après 6 semaines et demie, j'ai commencé à maîtriser la situation et cela m'a pris environ 3 heures par jour au cours des 6 premières semaines et demie et je n'étais jamais satisfait. Mais environ 6 semaines et demie après, j'ai eu l'impression d'y arriver enfin. J'allais au travers de tout le processus sans perdre ma concentration. Car si je perdais ma concentration, je devais tout recommencer car ce n'était pas clair, et quand j'ai enfin réussi à suivre ce processus, quelque chose se déclencha. Et tout d'un coup, c'était plus facile à faire. Et mon corps a commencé à répondre à mon esprit, rapidement. La douleur a chuté, ma condition neurologique a changé, j'ai senti que j'avais plus d'énergie. Ce qui me peinait 3 ou 4 heures, me prenait maintenant 45 minutes. Et soudain, mon corps commença à guérir. Je pouvais tenir sur mes pieds. Et 10 semaines et demie plus tard, je reprenais ma vie. Au bout de 12 semaines, je reprenais l'entraînement physique. Et qu'en pensaient les médecins? Les médecins étaient sûrs que je ne marcherais plus jamais. Ils étaient certains que j'avais reçu un coup sur la tête, qui faisait que je n'étais pas apte à prendre de telles décisions. En 1986, personne n'aurait osé faire cela.
Qu'est-ce qui vous a fait penser cela? Comment étiez-vous à l'époque? Étiez-vous ouvert à de nouvelles idées? Je pense que j'étais un peu ouvert d'esprit, mais j'étais plus un philosophe, j'aime les principes mais c'est une initiation. C'était risqué. Ça l'était, j'ai pensé. Si je dois vivre en fauteuil roulant, au moins j'aurais fait de mon mieux. Et ils m'ont dit que si je ne me faisais pas opérer, ils devraient me mettre dans un plâtre pendant 6 à 12 mois. Donc, quand je suis retourné voir l'un des médecins, qui était le directeur de l'hôpital Scripps à San Diego, il a été époustouflé et était tellement heureux pour moi. Il était celui qui me donnait le moins de chances de guérison. Et il n'en revenait pas. Donc, pendant ce temps, je fis un marché avec moi-même, que si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier les relations entre l'esprit et le corps, ainsi que l'esprit sur la matière. Et je fais cela depuis 1986. Merci à ce policier. Merci à lui, oui. Et qu'ont dit les médecins quand vous êtes entré en disant « Regardez, voici ce qui m'est arrivé » ? Qu'est-ce que les médecins ont tendance à dire quand vous dites « Regardez cette personne, s'est guérie elle-même avec le pouvoir de l'énergie mentale, par opposition à ce à quoi ils sont formés et qui est correct, ouvrons-le pour voir ce qu'il s'est passé, vous savez, faisons les choses d'un point de vue physiologique. » Bon ok, parlons-en à plusieurs niveaux. Je ne recommande pas à tout le monde de faire ça. En fait, à l'époque, si c'était un patient que je fréquentais, je lui recommanderais la chirurgie de Harrington, car il y avait beaucoup de problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, et c'est un moment dans l'histoire, dans lequel il ne suffit plus de savoir. C'est un moment dans l'histoire pour savoir comment. Donc, les gens qui travaillent au sein de notre communauté et qui se sont guéris du cancer, du diabète, des rhumatoïdes, de l'arthrite, de lupus, de maladies génétiques rares, du syndrome de Hashimoto, d'eczéma, toutes sortes de conditions de santé. Au début, quand les médecins n'ont pas approuvé les choix qu'ils faisaient, et faisaient une sorte de prophétie selon laquelle ils allaient mourir dans un certain laps de temps. Quand ces personnes allèrent dans le bureau du médecin et cela arriva plusieurs fois. Et le médecin leur demanda « Qu'avez-vous fait ?» Le patient explique et en vient à « J'active de nouveaux gènes de façon épigénétique chaque jour et j'ai changé mon état d'être. J'efface les émotions du passé et reconditionne mon corps aux émotions du futur. C'était difficile, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et tous les médecins disent, j'aimerais que tous mes patients soient comme vous. C'est un changement énorme car les preuves parlent plus fort que les mots. Et je suis très basé sur des preuves. Et nous avons cette nouvelle norme qui prend place. Cette conscience qui commence à se réveiller et qui commence à marquer de plus en plus de gens. Chaque fois que quelqu'un fait cela, c'est une expérience qui se passe sur le terrain et à laquelle les gens peuvent avoir accès. Et je pense que cela se propage dans le monde, et grâce à cela, de plus en plus de gens osent sortir de la norme. Ce qui était autrefois considéré comme imprudent et fou, parce qu'une fois qu'ils ont réussi, ils passent pour un génie, un mystique ou un saint. Les gens sont plus encouragés à le faire aujourd'hui. Donc, chaque fois que quelqu'un réussit, il donne aux autres le goût d'en faire autant. Vous devriez voir à quoi ça ressemble, car sur la scène, lors d'une conférence que nous donnons, j'appelle quelqu'un sur scène chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein, un cancer du côlon, diagnostiqué avec un cancer œsophagien. Je pourrais continuer la liste, ils se tiennent sur la scène et ils racontent leur histoire. Et ce n'est pas qu'ils ressemblent à une star de cinéma, de grands sportifs. Ils ne sont pas tous musclés, ils ne sont pas tous jeunes, ils ne sont pas tous beaux. Ce sont juste des personnes ordinaires. Et vous entendez l'histoire de comment ils ont fait. Vous entendez parler de leur passé et vous réalisez ce qui a initié la maladie. Un traumatisme émotionnel? Un traumatisme émotionnel, oui, ou deux traumatismes. Et puis comment ils ont dû surmonter les émotions de leur passé. Maintenant, pensez-y. Les dernières recherches en épigénétique indiquent que c'est l'environnement qui influence le gène.
Les gènes sont comme les lumières d'un sapin de Noël, ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Les gènes font les protéines et les protéines sont responsables de la structure et du fonctionnement de votre corps. L'expression des protéines, c'est l'expression de la vie. Mais si vous interprétez votre environnement de la même manière chaque jour, vous pensez la même chose, ayez les mêmes comportements, vivez les mêmes émotions, vous gardez les mêmes gènes actifs et les autres gènes inactifs. S'ajoutent à cela les hormones du stress, qui régulent les gènes pour créer la maladie. Alors la question est, si l'environnement influence le gène, et que le produit final d'une expérience dans votre environnement s'appelle une émotion. Vous vivrez les mêmes émotions tous les jours, votre corps croit que c'est la même expérience passée qui rejoue encore, et maintenant, vous vous dirigez vers un destin génétique. Alors, pouvez-vous influencer le gène avant que l'environnement ne le fasse? Et la réponse est oui. Parce que quand vous commencez à embrasser une émotion élevée et que vous la combinez avec une intention claire, et que vous êtes totalement dans l'instant présent, votre cerveau et votre corps ne savent pas faire la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps croit que c'est une expérience due à l'environnement extérieur qui génère l'émotion. Et tout à coup, plus l'émotion que vous ressentez est forte, à partir d'un processus interne, plus vous faites attention à la pensée ou à l'image dans votre esprit, vous créez une mémoire à long terme. Et soudainement, vous commencez à faire baisser le gène de la maladie et à rehausser le gène de la santé. Et le gène commence à produire une nouvelle protéine, qui commence à fabriquer une nouvelle hormone, ou chimie. Ou l'expression d'un nouveau processus chimique qui commencera à affecter d'autres systèmes du corps. Donc, est-ce ce qui se passe sur scène, quand il y a beaucoup d'énergie dans la pièce? C'est ce qui se passe quand une personne finit par y arriver. Et cela peut arriver? Cela peut arriver lors de nos conventions, mais ce pourrait être une personne à qui il aura fallu 2 ans pour y arriver. Mais les preuves suggèrent que des conditions aiguës. La médecine est tellement bien pour les conditions aiguës. Si vous vous cassez le bras ou avez une appendicite, vous n'irez pas chez un acupuncteur. Vous irez recevoir des soins immédiats. Une condition chronique exige un changement de mode de vie, ce qui signifie que vous devez commencer à faire des choix différents. Vous devez commencer à examiner la façon dont vous vivez votre vie, les choix que vous faites et ce que vous pensez. Et comment vous gérez vos émotions. Alors, la beauté de la chose, c'est que, de la même façon que l'infection se propage et crée la maladie, une fois que les gens commencent à percer et qu'ils réfléchissent à cela, la santé et le bien-être peut être aussi contagieux que la maladie et nous le voyons arriver. Donc, ces médecins souhaiteraient pouvoir prescrire ceci à leurs patients, car ils voient les résultats, mais ils ne peuvent pas prescrire cela à un patient. Le patient doit vraiment venir à vous et vraiment y croire pour que cela se produise. Bien sûr, et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde car, après avoir effectué 8500 scanners du cerveau, je peux vous dire que vous et moi sommes à notre meilleur quand nous allons au-delà de nous-mêmes. Allez au-delà de vous-même et le travail. Donc, un médecin qui voit une personne faire de grands progrès car ils managent leurs émotions, qu'ils font attention à ce qu'ils pensent, font de meilleurs choix, et qu'ils ne sont pas dans une spirale autodestructrice. Maintenant, les médecins qui sont devenus mes collègues disent « Quoi que vous fassiez, continuez de le faire, car cela rend notre travail plus facile. » Alors les médicaments qu'ils administrent parfois ne soignent pas la maladie. Cela aide vraiment la personne à maintenir une certaine qualité de vie ou de santé peut-être, mais nous parlons de votre système nerveux devenant le meilleur pharmacien au monde. Car quand vous vous rendez compte que vous pouvez faire votre propre pharmacie de produits chimiques comme n'importe quel médicament que vous prendriez, juste en changeant ce que vous ressentez et pensez, oh, une personne devient tout à coup puissante et nos pratiquants peuvent le faire. Donc, vous avez écrit un livre sur l'effet placebo. Était-ce la première fois que vous avez commencé à penser à ce concept? Eh bien, j'ai écrit sur le placebo car j'ai été fasciné par l'idée que vous pouvez donner à quelqu'un une pilule de sucre, une injection saline ou effectuer une fausse chirurgie ou traitement, et un certain pourcentage de ces gens qui vont accepter, croire et s'abandonner à leurs pensées, qu'ils reçoivent réellement la bonne substance ou traitement, commencent systématiquement à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer les bons produits chimiques égaux aux substances qu'ils croient qu'ils prennent. Alors, la question se pose, est-ce le placebo inerte qui guérit ou est-ce la capacité innée du corps à guérir par la pensée? Car cette pilule
est un symbole de possibilité. Le médecin dit, c'est un super nouveau médicament, ça va vous aider pour la dépression, et la personne commence à penser à l'idée qu'elle pourrait aller mieux. Ils choisissent une nouvelle possibilité dans le champ quantique. Et soudain, certaines personnes deviennent enthousiastes et se sentent remplies d'optimisme ou inspirées par Dieu. Ils commencent à changer leur état émotionnel. Ils combinent une intention claire avec une émotion élevée et ils changent leur état d'être. Et soudainement, j'ai réalisé, avez-vous besoin de la pilule de sucre? Avez-vous besoin de l'injection saline, ou pouvez-vous enseigner à une personne, au lieu de mettre leur foi et leur croyance dans quelque chose d'extérieur à eux? Ce qui créerait la guérison en changeant leur état d'esprit. Peuvent-ils simplement sélectionner une nouvelle possibilité dans le champ quantique au lieu de se concentrer sur le connu? Et revisiter cette possibilité inconnue tous les jours jusqu'à ce que ça devienne le connu? Vous verrez des gens dont la dépression va disparaître, leur anxiété disparaître, ils n'utilisent plus le placebo, ils guérissent en changeant leur état intérieur. C'est donc à ce moment-là que nous avons commencé à constater ces changements. Avant que j'écrive sur le placebo, c'était un terrain glissant. C'est pourquoi j'ai commencé à mesurer tout le cerveau. Faire des scanners de cerveau et des moniteurs HRV, des tests sur la génétique et le système immunitaire, des tests de chromosomes, car nous savons maintenant que c'est possible. Donc, une personne n'a pas besoin d'une substance externe, elle peut entrer dans un état d'être sans elle. Alors je me suis dit, maintenant que je comprends le principe du placebo, je pourrais l'enseigner encore mieux. Et en effet, vous le pouvez. La communauté médicale reconnaît en quelque sorte que c'est un effet incroyable. Lors du show TV, 60 minutes, il y a 5 ans, ils étaient époustouflés. Et ils ne semblent jamais être allés au-delà de ça, cela leur semble toujours juste être cet étrange inconnu mystique, et ensuite la communauté médicale revient à ce qu'elle fait. Eh bien, vous ne pouvez plus faire une étude aujourd'hui liée aux médicaments sans avoir un test placebo en triple aveugle. Et les placebos, sachez-le, fonctionnent dans 10% à 100% des cas. Imaginez cela. Par exemple, l'étude sur la dépression, 83% ou 81% des personnes recevant un placebo guérissent aussi bien que ceux à qui on a donné de vrais antidépresseurs. Maintenant, il y a des analyses du cerveau pour montrer les changements dans leur cerveau avant et après. Cela signifie qu'ils fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs uniquement par la pensée. Et cela leur a pris 6 semaines, 8 semaines durant lesquelles ils ont pris ce placebo tous les jours. Et c'est un point important, car la plupart des gens pensent, « Oh, j'ai fait les exercices ou la méditation une fois. Alors mes conditions devraient s'améliorer ?» Même dans l'étude de la dépression, 6 ou 8 semaines après avoir pris le placebo, chaque fois qu'ils le prennent, ils se disent qu'ils iront mieux. Ils changent leur état émotionnel. Tôt ou tard, cela devient leur nouvel état d'être. Cela peut prendre 6 à 8 semaines pour les gens avant de constater des changements significatifs de leur santé. Je suis un pragmatique, et si vous me dites quelque chose basé sur la science, je me poserai la question, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Alors que les gens commencent à rassembler ces informations, je sais maintenant que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous établissons de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on apprend. Si les gens peuvent comprendre les nouvelles sciences, la physique quantique, les neurosciences, la neuroendocrinologie, la psychoneuroimmunologie, la relation corps-esprit, l'épigénétique, toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité. Et si je peux leur apprendre de manière à reconstituer le modèle que je sens qu'à un certain point, ils arrivent à comprendre. S'ils peuvent tout expliquer à la personne assise à côté d'eux lors d'un séminaire. Si je ne peux pas l'expliquer, ça ne changera pas leur cerveau. Mais s'ils peuvent l'expliquer, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau, en préparation à une nouvelle expérience. Donc, si je peux définir les conditions de l'environnement et leur donner les instructions appropriées et les aider à s'abandonner suffisamment au moment présent, un certain pourcentage de ces gens vont avoir leur comportement qui correspond à leurs intentions. Et quand ils le font, ils expérimenteront quelque chose de nouveau. L'expérience va alors produire une émotion et ils vont se sentir illimités, entiers et invincibles. Au moment où ils ressentent cette émotion, ils enseignent chimiquement à leur corps de comprendre ce que leur esprit a compris intellectuellement. Maintenant, ils créent la vérité de cette philosophie en l'activant.
Ce qui veut dire que si vous l'avez fait une fois, vous devriez être capable de le refaire. Et si vous répétez l'expérience encore et encore, vous reconditionnerez neurochimiquement votre esprit et votre corps pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Et quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps et votre esprit savent comment le refaire, vous maîtrisez maintenant cette philosophie et vous êtes dans un nouvel état d'être. Nous devons donc passer de philosophe à maître, de faire à être. Et une fois que vous arrivez au point où cela devient inné en vous, devient qui vous êtes, alors vous avez mémorisé un état interne indépendant des conditions de votre environnement. C'est là que vous commencez à maîtriser votre environnement et votre vie. Et oui, nous nageons à contre-courant. Ça va à l'encontre de la norme et des croyances. Mais comment enseignez-vous cela à quelqu'un qui va à l'un de vos séminaires et qui se sent plus bas que terre, traumatisé par son environnement, se sentant victime, attaché à tout ce qu'il y a de physique? Comment les aidez-vous à voir les choses différemment? Je ne décris pas le pire scénario. Nous avons des gens qui viennent à nos événements avec des conditions de santé très graves. Nous avons des gens qui viennent pour cause de stress post-traumatique, des traumatismes de l'enfance ou de la guerre. Certaines personnes veulent un nouvel emploi, de nouvelles relations, carrière ou opportunités, d'autres veulent juste une expérience mystique. Certains aimeraient juste comprendre comment se créer une meilleure vie. Nous avons donc des gens à tous les niveaux mais je m'en fiche. Car peu importe ce qu'est votre vision, vous allez juste devoir être assez passionné afin d'investir votre attention et votre énergie dans cet avenir encore et encore. Vous commencez alors à avoir des retours dans votre vie. Vous rassemblez donc une communauté de personnes, 750, 1000 personnes, 1500 personnes, peu importe. Mais il faut énormément de gens selon vous. Vous trouvez que vous avez de meilleurs résultats quand vous dépassez 1000 personnes. Oui, mais ça marche aussi lors de petits événements. Nous organisons parfois des rencontres privées pour seulement 100 personnes, et c'est pareil. Ce que j'essaie de faire, c'est de connecter ces différentes sciences et les rendre accessibles. Faire réfléchir les gens, utiliser la raison pour leur faire comprendre que s'ils commencent à faire des changements mesurables, ils devraient avoir des résultats. Au début, lors des premiers ou deuxièmes jours d'un séminaire, il y a une réticence, car tout le monde dira « je veux ceci, je veux cela », mais nous sortons de votre zone de confort. Vous en apprenez plus sur vous-même que sur les autres quand vous êtes hors de votre zone de confort. Donc je les pousse en dehors de leur zone de confort. Comment? Nous faisons tout un tas de choses. La plupart des gens veulent juste s'asseoir pour 10 minutes de méditation, mais quand nous allons plus en profondeur, cette méditation prendra plus de temps qu'à l'accoutumée car de l'autre côté de votre peur, se trouve le courage. De l'autre côté de la douleur, se trouve la liberté. C'est la même énergie juste piégée dans le corps. Nous mettons donc en place les conditions pour pousser les gens à aller plus loin que d'habitude. Et une fois qu'ils s'abandonnent, d'un coup, de plus en plus de gens changent leur énergie et ils se connectent tous entre eux. Et au deuxième ou troisième jour, c'est quand le miracle commence à se produire. Vous avez fait cela pendant 30 ans, mais vous m'avez dit plus tôt que l'année dernière, vous aviez vu des choses qui vous ont surpris. Quelque chose qui pour vous, en tant que scientifique, doit être monumental. Du genre, oh, je ne peux pas croire que de telles transformations se produisent. Qu'avez-vous fait de différent et en quoi cela change-t-il votre avenir? Vous savez, je n'ai jamais planifié jusqu'à ce jour. Je n'avais jamais prévu de faire ça. Mais après ma blessure, j'ai commencé à étudier les guérisons spontanées et chercher si d'autres personnes avaient eu une expérience similaire à la mienne. Et quelle est votre définition de la guérison spontanée? Vous traitez de manière conventionnelle ou non conventionnelle et vous restez le même ou ça empire et tout à coup vous allez mieux. Et je voulais savoir quelle était la cause qui produisait cet effet. Guérison spontanée est un terme rassurant pour le domaine médical car ils ne veulent pas être mêlés à cela. Surtout si cela ne correspond pas avec leur livre des croyances actuelles. Donc, quand j'ai étudié les guérisons spontanées, j'ai voyagé dans 17 pays différents et commencé à poser aux gens des questions très importantes sur leur guérison et comment ils avaient fait. J'ai écrit un livre à ce sujet et puis, quand j'ai réalisé ce qu'ils avaient tous en commun, je me suis dit, si ça fonctionne sur les gens malades, ça devrait fonctionner sur les gens qui se sentent bien. Nous avons donc commencé à enseigner cela dans nos séminaires. Plus tard, quand nous avons commencé à voir des gens guérir lors de nos séminaires, en 2 week-ends seulement,
comme une tumeur réduite de 40%, l'ouïe qui revient, des choses folles. Personnellement, j'avais du mal à y croire. Mais je me disais, ils doivent activer certains gènes pour faire cela. Alors ok, mesurons tout ça. J'ai donc réuni un groupe de scientifiques et de chercheurs et nous avons commencé à faire ces ateliers avancés. Et nous avons tout mesuré. On mesurait les ondes cérébrales, les HRV, les moniteurs cardiaques. Nous avons mesuré l'énergie dans la pièce, l'énergie autour du corps des gens, l'énergie dans leur corps, la réponse immunitaire, les neurotransmetteurs. On a mesuré l'expression génétique, la régulation des gènes, la longueur des télomères. Et toutes les expérimentations que nous avons faites autour de nos pratiquants lors de ces 4 jours et demi d'ateliers avancés. Nous avons fait l'histoire. Car nous avons vu des choses incroyables. Qui vous ont même surprise. C'est là que ça devient bizarre car j'ai dit, je peux comprendre cela car j'ai vu comment ça pouvait arriver. Et puis, j'ai réalisé que lorsque nous faisons des événements de 4 jours, quand l'événement se terminait, je pensais, mon Dieu, tout le monde est totalement dépassé, l'énergie est incroyable, les gens se sentent libérés, et je restais avec eux 3 jours de plus. Alors, j'ai changé de façon de faire cette année, et aujourd'hui, tous les ateliers sont des cours en ligne, appelés ateliers progressifs. Je n'enseigne plus l'atelier avancé de 4 jours, j'enseigne maintenant toute la semaine. Nous avons maintenant 2 ateliers avancés condensés en une semaine. Et vous savez, des gens que je n'ai jamais vus se tiennent devant la caméra et commencent à parler de leurs conditions, de leur maladie. Et en un instant, de ces gens qui se lèvent de leur fauteuil roulant, nous avons eu 3 personnes lors de notre dernier atelier en ligne qui se levèrent de leur chaise roulante. Maintenant, j'ai été très surpris de voir ces gens qui étaient avec 1 ou 2 béquilles se mettre à marcher sans. Avec une neuropathie périphérique, une blessure de la moelle épinière, je veux dire. C'est devenu dingue. C'était miraculeux. Et lorsque je demande à la fin du séminaire, combien de gens ont une guérison, ou ont amélioré leur santé, je pensais que j'en verrais. Dans notre 2e séminaire, nous avions un groupe de 850 personnes, je pensais n'en avoir que 27 fois. 1500 personnes se sont levées. Nous leur avons passé le micro et leurs histoires étaient incroyables. Certains systèmes latents ont dû s'activer dans le corps de ces gens, car ils sont sortis de là complètement différents de quand ils sont arrivés. Maintenant, la moitié de cela amène les gens à passer ce point, l'autre moitié est due au fait que l'énergie commence à changer. Chaque fois que vous réagissez, vous puisez dans un champ d'énergie invisible entourant votre corps et le transformez en chimie, et le champ d'énergie vitale émis par votre corps diminue un peu. Continuez de réagir tous les jours à cause d'une menace dans votre environnement réel ou imaginaire. Si vous continuez, vous puisez toujours plus d'énergie du champ et vous n'avez plus d'énergie vitale pour évoluer ou vous réparer. En fait, vous vous sentez plus matière qu'énergie, plus comme particule plutôt qu'onde. Et quand nous sommes dirigés par les hormones du stress, ce qui représente 70% du temps pour la plupart des gens, nous forçons les résultats. Nous contrôlons les résultats, nous essayons de prévoir les résultats. Nous luttons pour les résultats. Nous manipulons les résultats, car nous sommes de la matière essayant de changer la matière. Et il n'y a qu'un nombre limité de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez uriner, vous pouvez faire toutes ces choses, mais quand vous commencez à ouvrir votre cœur et commencez à ressentir une émotion élevée. Cela ressemble à ma vie en tant que banquier d'ailleurs. Pour beaucoup de gens, nous le forçons trop. Vous pouvez le forcer dans une certaine mesure, du moins vous pensez pouvoir le faire. Vous allez vous en rendre malade. Et cela ne donnera que de petits bénéfices. Mais c'est transitoire. Donc, quand les gens ouvrent leur cœur et créent un état élevé, et vous pouvez former les gens à faire cela et nous le mesurons. Le cœur commence à battre de manière plus cohérente et il commence à produire un champ magnétique mesurable large de 2 à 3 mètres. C'est une fréquence, de l'énergie, et toutes les fréquences transportent de l'information. Donc maintenant, la personne connecte son intention, sa pensée sur cette fréquence, et plus cette émotion est élevée, il est logique que cette pensée ne peut qu'être portée que par une émotion égale à cette pensée. En d'autres mots, vous ne pouvez pas vous sentir nul en pensant à l'abondance. Cette énergie, ou souffrance, cette pensée ne peut être portée par cette énergie, elle doit l'être par un état élevé. Donc, quand vous êtes assis à côté d'une personne,
qui se libère et ouvre son cœur et laisse la culpabilité pour la joie, la peur pour le courage, peu importe. Il régule ses états. Et si je suis assis à côté de vous, et que nos champs commencent à se croiser, si vous êtes cohérent et que je suis cohérent, nous créerons une plus grande onde. Plus l'amplitude est élevée, plus l'énergie dans la pièce sera élevée. Donc, quand vous avez de 750 à 1000 personnes qui font cela, vient un moment critique où je dois juste m'écarter. Car c'est comme si je n'étais plus là. C'est déjà en train de se produire. Tout s'enchaîne tout seul. Lors de notre dernier atelier, nous avons pratiqué la guérison par cohérence. J'ai beaucoup parlé de la recherche qui a été faite à l'université de Harvard sur le champ d'énergie et les systèmes biologiques. Vous allongez une personne à terre, il reste allongé. Nous utilisons ce que nous appelons la cage. Nous mettons 8 personnes autour d'eux, 3 d'un côté, 3 de l'autre, puis le reste devant la tête et les pieds. Ils commencent à lever leur énergie et ils se dépassent. Ils se connectent au champ d'énergie. C'est une partie importante. C'est une partie très importante. Vous ne pouvez penser, mon dos ou mes genoux me font mal, car si vous le faites, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez penser au temps que ça va prendre. Si vous pensez autant, vous êtes toujours dans la réalité tridimensionnelle. Si vous pensez, est-ce que je le fais bien ou mal, vous n'avez toujours pas dépassé votre esprit analytique. Mais, si les gens traversent la rivière du changement depuis 5 jours et que nous faisons la guérison par cohérence jusqu'au bout, et qu'ils savent comment se concentrer sur le champ d'énergie au-delà de leurs mains, ils savent comment ouvrir leur cœur, comment aller au-delà d'eux-mêmes. Je suis debout sur scène et je regarde les gens allongés au sol, sans être touchés, leur corps convulse. Rien ne touche le sol sauf l'arrière de la tête de la personne et ses talons. Ils sont en arc comme cela. Et les gens sont juste assis là et ne se rendent compte de rien. C'est donc de l'énergie affectant la matière, changez le champ et vous changerez la matière. Je vois donc cela dans nos 2 derniers ateliers. Des personnes qui avaient le cou cassé et marchaient avec des cannes se levaient en disant « Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais je n'ai jamais senti cette quantité d'amour traverser toutes les cellules de mon corps. Je veux que ce soit ça la nouvelle norme. J'aimerais que ça devienne commun. Et il faut juste aller au-delà de soi puis diriger votre attention de la bonne façon et cela devient une compétence. Et nous avons suffisamment de mesures pour savoir que vous pouvez en faire une compétence. » C'est fascinant car mon cerveau d'ingénieur qualifié se dit « Ok, on ne peut pas quantifier l'énergie et vous ne pouvez pas faire toutes ces choses, mais j'étais dans la salle avec des gens situés à des niveaux d'énergie plus élevés. Voyant un moine qui médite dans un coin et je me sens différent, comme un chauffeur de taxi qui crie sur quelqu'un. Donc, j'ai assisté à cela. Et, dans ma science, on ne nous apprend pas encore à quantifier ceci. Et j'avance et recule sans cesse. Mais je sens tout cela. J'avais l'habitude d'être le gars qui luttait comme le banquier, et aujourd'hui je suis exposé à tous ces concepts. J'enseigne les vieux concepts dont vous parlez dans vos livres. Comme vous dites, certaines choses ne peuvent exister en même temps, vous ne pouvez pas être dans l'abondance et ressentir cela. Donc, j'ai vu que ça marchait. Et, ce qui est intéressant, c'est que vous passez maintenant au niveau supérieur. Je suis presque en train de le quantifier. Voici une chose intéressante qui plaira à votre esprit d'ingénieur, et j'ai un fils aîné qui a une maîtrise en ingénierie et nous faisons des allers-retours tout le temps dans nos discussions. Il est difficile de mesurer l'énergie, mais vous pouvez en mesurer les effets. C'est plus facile de mesurer les effets d'une énergie changeante ou d'une conscience changeante, vous pouvez en mesurer la causalité. Et, mon Dieu, après avoir vu tellement de scanners cérébraux, je peux vous dire qu'au moment où vous allez au-delà de vous-même, quand vous vous déconnectez de votre identité, vous n'êtes plus un homme, plus un Américain, plus un ingénieur, plus un père, plus un athlète. Vous n'êtes plus un nom. Vous allez au-delà de cela. C'est à ce moment-là que vous vous connectez à un champ énorme d'informations. Et une fois que vous y êtes, quand vous n'êtes personne, nulle part, sentant, vous devenez pure conscience. Et vous êtes maintenant prêt à vous connecter au champ unifié. Et quand vous commencez à y prêter attention, quand vous commencez à y être présent, que vous vous y abandonnez, l'expérimentez encore et encore.
Chaque fois que vous interagissez avec, vous établissez des circuits dans votre cerveau. C'est important car la prochaine fois que vous le ferez, vous aurez les circuits en place pour en percevoir davantage. Et si vous prêtez attention et que vous vous y plongez plus profondément, vous en expérimenterez plus. Ce qui signifie que vous allez établir plus de circuits. Et tout d'un coup, lorsque vous vous connectez au champ unifié, vous vous connectez à un champ d'information et d'énergie. En quoi c'est pertinent? Vous ferez l'expérience de plus de plénitude et d'unité au lieu de la séparation créée par les hormones du stress. Plus vous vivez dans le stress, plus vous devenez matérialiste. Vous définissez la réalité par vos sens, car c'est important de définir la réalité par vos sens en contexte de survie. Donc, plus vous vivez avec vos sens, plus vous croyez être un objet dans l'espace et le temps et je suis un objet dans l'espace et le temps et nous avons certaines choses en commun. Donc, nous sommes en quelque sorte connectés, mais on ne se ressemble pas. Si je ne sais rien de vous, je ferai l'expérience d'une plus grande séparation. Quand vous allez au-delà de tout cela et que vous vous connectez à un champ unifié de connectivité interne qui régit tout ce qui est matériel, vous allez commencer à sentir la conscience de tout le monde, de tout, partout et à chaque fois.